Merci d'être avec nous ce matin. Pierre Rancé, spécialiste des affaires justice, chroniqueur judiciaire sur différents médias. Il a été également porte-parole du ministère de la Justice, au ministère de la Justice auprès de Christine Taubira. À l'époque, elle était garde des Sceaux. Ce livre s'appelle Les ennemis jurés, juges et politiques aux éditions Robert Laffont. Oui, absolument. Alors, dans votre livre, vous vous attaquez, bonjour Pierre Rancé, vous vous attaquez à l'un des sujets les plus sensibles peut-être de notre République. C'est la justice, est-elle véritablement indépendante ou est-ce qu'elle a les pieds et poings liés avec le pouvoir en place? Est-ce que, d'une façon générale, avant de parler aussi des affaires, est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette indépendance, elle a réussi quand même à se concrétiser? Eh bien, c'est le cœur du sujet, effectivement. Ouais. C'est le rapport du politique à la justice. Et ça a posé un problème depuis quasiment le début de la Ve République. Ça a posé un problème avec François Mitterrand, ça avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy. Même aujourd'hui avec Emmanuel Macron, on voit la difficulté qu'il a avec la nomination du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a créé un séisme au sein de la magistrature. Ils sont vent debout. En ce moment, les juges et les politiques sont vraiment... Il y a une période qui n'est pas à la existe entre les flics, si je puis dire, et les juges, parce que vous dites vraiment, sans la police, le juge ne peut rien. Il faut des moyens pour enquêter. Et l'intervention du politique, elle peut être là, de mettre des moyens ou pas, quoi, non? Alors ça, c'est encore un autre sujet. Oui, mais... dans la façon d'empêcher la justice de passer, parmi tous les freins qui sont divers et nombreux, il y a les moyens mis à la disposition du juge d'instruction ou du procureur de la République pour faire une enquête. Et là, effectivement, il n'y a pas photo entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Je parle notamment dans le livre de l'affaire Urvoas. Rappelez-vous Jean-Jacques Urvoas, qui a été condamné devant la Cour de justice de la République parce qu'il a fait remonter des informations sur une enquête qui est en cours, toujours en cours, qui concerne le député M. Solaire, enfin l'ancien député. Et alors il expliquait, Jean-Jacques Urvoas, le déséquilibre qu'il avait, qu'il ressentait comme une terrible injustice quand il était dans des conseils de défense avec le président de la République. Il disait, voilà, moi j'ai apporté 1, le ministère de l'Intérieur a apporté 5, il était au courant de procédures que j'ignorais moi-même. C'est de toute façon, quand on parle des remontées d'informations, il faut arrêter de sortir de Disneyland. C'est le ministère de l'Intérieur et la police, c'est davantage de choses sur les affaires en cours que la justice. Oui, mais justement, on peut donc soit bloquer, freiner un petit peu, ou au contraire booster, quoi. Il y en a qui peuvent booster en mettant des moyens. Alors oui, bien sûr, en mettant des moyens, et puis ça aussi, ça dépend aussi de la façon dont l'enquête a été ouverte, sur quel périmètre elle a été ouverte, à qui elle a été confiée, s'il y a des juges d'instruction qui sont plus allants que d'autres. Mais là, si on remonte à travers toutes les affaires qui ont défrayé cette chronique, cet affrontement entre les juges et les politiques, il y a beaucoup à dire. Il y a l'affaire Urbain. L'affaire Urbain, vous avez... Parti socialiste, parce que de toute façon, l'achoppement entre la politique et la justice, le cœur du problème, c'est le financement de la vie publique. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est réglé aujourd'hui, c'est une question que je pose, mais c'est toujours la même. Aujourd'hui, le procès Bismuth, c'était le financement de la campagne présidentielle de M. Sarkozy en 2007, et la justice soupçonne qu'il y ait eu, sans doute, peut-être, un financement, on dirait, irrégulier de la campagne présidentielle française par une puissance étrangère. Et c'est dans le cadre de cette affaire libyenne qu'il y a eu les écoutes, et en écoutant le président de la République, on s'est aperçu qu'il était en train... qu'il aurait été en train... Il y avait l'affaire Bettencourt. Il y avait beaucoup... Oui, mais l'affaire libyenne, l'affaire Bettencourt, l'affaire Bismuth, ce sont les mêmes, vus à des moments différents. Voilà. Et alors, on commence par l'affaire libyenne, on continue avec l'affaire Bettencourt, et dans le cadre de l'affaire Bettencourt, on tombe sur l'affaire Bismuth, qui est l'affaire des écoutes pour Nicolas Sarkozy est jugé aujourd'hui. Oui, donc on voit quand même qu'il y a une indépendance, une séparation, en fait, un peu des pouvoirs, quoi, aujourd'hui, progressive. Non, parce que sinon jamais il n'y aurait eu ces condamnations, par exemple, de Fillon, Cahuzac, le procès retentissant de Nicolas Sarkozy, il faut tout de même, les juges ont été inventés par les politiques pour nous faire croire à l'état de droit. Ah oui. Il faut tout de même qu'il y ait quelques condamnations de temps en temps. Oui, mais sur les politiques, en fait, vous savez que c'est le président de la République qui est le garant de l'indépendance de la justice. Vous savez que c'est Jacques Chirac qui était le garant de l'indépendance de la justice. Jacques Chirac a ridiculisé la magistrature pendant des années, au point qu'on l'avait appelé le fugitif institutionnel, qui a échappé à toutes les poursuites, qui parlait des affaires qui faisaient pchit, et qui finalement, au bout du bout, a été accroché pour une toute petite partie de ses... À la fin de sa vie, À la fin de sa vie, il a été piteusement condamné devant le tribunal correctionnel en son absence pour une toute petite
de Paris, alors qu'il y avait eu les HLM, qu'il y avait eu les emplois fictifs du RPR et tout ça. Justement, cette instrumentalisation de la justice par les pouvoirs publics, c'est presque historique de la Ve République. Est-ce qu'on peut dater justement les premières dérives de gouvernements qui ont commencé effectivement cette instrumentalisation ? Alors, ce n'est pas une instrumentalisation à proprement parler, c'est l'application stricte de la loi, à savoir qu'aujourd'hui, les procureurs de la République sont toujours nommés par le pouvoir politique. C'est bien ça le problème. C'est d'ailleurs eux-mêmes, les procureurs de la République, s'en vont debout contre ce statut déconnant. C'est eux-mêmes qui le citent. Il y a eu dernièrement une tribune avec les plus hauts magistrats du pays en disant qu'il fallait régler ce problème. Le président Macron en a fait une promesse de campagne. On verra si le statut des procureurs de la République est modifié ou pas. La grande période, c'est la période Mitterrand. Alors là, la justice marche au pas, on plaisante pas. Là, il y a quand même un garde des Sceaux, Henri Nallet, qui est dans le livre et qui parle pour la première fois. Il a déjà parlé de l'affaire Urbain, mais là, il en parle comme il n'en avait jamais parlé. Un garde des Sceaux qui dessaisit un juge d'instruction. Vous imaginez aujourd'hui si le garde des Sceaux avait dessaisi le juge Tournaire dans l'affaire Fillon. C'était ça. Ensuite, il y a eu toute l'époque, si vous voulez, les deux grandes époques, c'est tout de même l'époque Mitterrand et l'époque Chirac, où là, vraiment, la justice était aux ordres. Oui, c'est ça. Alors, pour les histoires, les anecdotes, il y en a énormément. Je vous conseille en fait la lecture de ce livre. Vous pouvez rentrer dans une histoire, en ressortir aussi sans problème. Il y a par exemple, racontez-nous quand même, Pierre Rancé, vous commencez ce livre sur Jacques Chirac. Jacques Chirac, puisque vous l'avez évoqué, lui-même pensait quand même échapper en fait à tout ça. Et quand il aurait pu échapper. Oui, quand il y a cette période de cohabitation, hein, c'est ça, si ma mémoire est bonne, période de cohabitation où lui est président de la République, c'est Elisabeth Guigou, qui est donc garde des Sceaux, et l'enquête continue sur justement le financement du RPR en fait, à l'époque et les HLM. Exactement. Et donc l'ancien ministre de la Justice explique que c'est la seule fois où le président de la République lui a passé un coup de fil. C'est parce que ça avait été assez violent. Il y a un juge d'instruction qui avait sorti une ordonnance qui était assez violente sur l'état de l'enquête concernant les emplois fictifs du RPR côté Hauts-de-Seine, puisque c'était là-bas que ça se passait. C'est là-bas que Alain Juppé a été condamné. Et donc ça avait fuité dans la presse. Et le procureur de la République de l'époque était monsieur Yves Bott, qui était plutôt, on va pas dire qu'il avait tendance à freiner ces affaires-là pour des raisons diverses et variées. On pourra en parler aussi du politique et de la justice quand ils sont aux manettes. Avait laissé sortir l'affaire et ça avait vraiment irrité Jacques Chirac, qui avait appelé Isabelle Guigou en lui disant mais Madame la ministre, que se passe-t-il et avec ce procureur. Isabelle Guigou, il dit, vous savez, il insistait, il comprenait pas. Bon, mais il était un peu comme ça, Chirac, dans les affaires de justice. Il y a beaucoup de témoins dans ce livre qui expliquent que ça ne le passionnait pas les affaires de justice. Ça ne le passionnait pas du tout. Là, non, mais ça ne le passionnait pas. Mais enfin, il savait que ça pouvait remonter quand même jusqu'à lui. Il avait mis Jacques Toubon en place, quoi, pour essayer de colmater un peu les choses. Oui, voilà. Jacques Toubon, c'était parce que il sentait qu'il y avait une période où les juges commençaient à revendiquer haut et fort leur indépendance dans les scandales politico-financiers. Oui, c'est ça. Et on va au 0826 300 300 avec Maria qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Maria. Oui, bonjour. Écoutez, voilà, je ne suis pas juriste, je suis prof. Oui. Il y a une question que je voulais poser à votre invité. Voilà, il y a beaucoup de problèmes dans ce pays avec la non-indépendance et la non-possibilité d'exercer des contre-pouvoirs dans ce pays. Est-ce que c'est pas cette Constitution de 58 ces institutions françaises qu'il faudrait un jour renouveler et refonder. Refonder, en fait. Oui, parce que c'est vrai que vous l'expliquez très bien, Pierre Rancé, dans votre livre. Tout ça découle évidemment de 58, quoi, sur l'organisation. Donc, votre question, Maria, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les choses pour qu'il y ait une indépendance beaucoup plus forte? C'est ça, non? Moi, je dis que votre invité. Tout est nommé par le pouvoir. On a un exécutif qui fait ses lois et qui a un parlement qui lui est soumis.
Comment est-ce possible de continuer à fonctionner comme ça? Tout à l'heure, votre invitée, comment elle s'appelait, Sarah, je ne sais plus. Elle a dit une chose incroyable. Elle a dit que le pacte de la démocratie doit être le vote obligatoire. Comment? Pour avoir plus de légitimité. Mais à aucun moment, elle ne s'est posé la question de la représentativité de l'Assemblée nationale. Ça c'est vrai derrière. C'est invraisemblable. Un vote obligatoire, pour quoi faire? Non, mais ça c'est vrai. Alors, on reste quand même sur la justice et le pouvoir, Maria. Oui, Pierre Rancé. Oui. Alors bon, effectivement, il y a les fondamentaux de la Ve République, c'est le chef de l'État qui délègue une partie de son autorité à l'autorité judiciaire. Il y a le pouvoir législatif, exécutif et l'autorité judiciaire. Bon, il faut aussi que ça marche comme ça, puisque les magistrats, notamment les procureurs, appliquent la politique pénale décidée par le gouvernement. Bon, là, on parle des affaires, on parle de la justice pénale. C'est une particularité. Bon, alors effectivement, dans ce cadre-là, il y a la question de l'indépendance des magistrats du parquet, puisque c'est le procureur qui décide les poursuites, c'est le procureur qui décide d'ouvrir une enquête. C'est pas le juge d'instruction qui se lève le matin en disant je vais faire une enquête judiciaire contre un tel ou un tel. C'est le procureur. Le procureur est relié directement au pouvoir politique par l'intermédiaire du garde des Sceaux. Oui, et est-ce que là, il pourrait y avoir, comme le suggère Maria, une transformation justement de ces procédures de nomination? Ça a déjà évolué beaucoup au fil des années, là. Oui, les procédures de nomination, c'est le cœur du problème. Il faudrait qu'elles soient décidées pour les magistrats du parquet, comme l'on dit, c'est-à-dire les procureurs, de la même manière que pour les magistrats du siège, réputés indépendants, c'est-à-dire décidées par le Conseil supérieur de la magistrature et pas par le pouvoir politique. Oui, mais alors après, on va dire que ce sont les juges entre eux qui font... il faut savoir ce qu'on veut, il n'y a pas de solution miracle. Mais il y a aussi du corporatisme chez les magistrats, il y a aussi... bon, maintenant, sinon, mais là, on n'en sort plus, on est là jusqu'à demain matin, on peut aussi lancer la question de tarte à la crème, et pourquoi ne pas élire les procureurs. Les procureurs. Les procureurs. Non, ça a été fait pendant quelques mois au moment de la Révolution française, et puis c'est le cas aux États-Unis, on a vu le résultat. Oui, on va loin. Ah oui, aux États-Unis, ils sont nommés effectivement comme ça à travers cette élection. Une élection, c'est un autre système. En tout cas, François est avec nous en ligne. Merci beaucoup, Maria. Bonjour. Bonjour, François. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je vous remercie de me donner un peu la parole. Et donc, concernant le sujet, moi je trouve bizarre quand même qu'on ne condamne pas du moins qu'on essaie de condamner des présidents de la République après leur élection, après leur mandat, après... Moi, je pense que les condamnations devraient arriver avant et que surtout que on sait qu'ils sont déjà poursuivis, on sait qu'il y a eu des triches. Par exemple, on a eu Fillon, ça a été rattrapé au dernier moment. Heureusement que parce que au niveau de la représentation de l'État, à la fin, ça fait un peu bizarre pour les pays étrangers de voir nos anciens présidents qui passent au tribunal, qui se retrouvent en correctionnel, etc., etc. Moi, je trouve que c'est dommage. Même, bon, c'est pas pour défendre M. Sarkozy, parce que je sais pas spécialement, mais là, on poursuit un homme qui a été président de la République, et l'image de la France, je trouve qu'elle est entachée au niveau de l'étranger avec ces systèmes. Et je pense que les fautes de M. Sarkozy, peut-être qu'elles étaient existantes avant qu'il soit président de la République, d'une part. Et c'est dommage que la justice ne s'occupe pas d'eux avant, et qu'à l'intérieur des groupes politiques, ils ne fassent pas leur ménage avant aussi. Parce que bon, c'est... ils essaient de le faire là maintenant. Alors vous avez vu, ils sont plus ou moins rattrapés parfois aussi par des affaires. On l'a vu pour certains, sans forcément nommer des noms. François, restez avec nous. Pierre Rancé, oui. Alors il y a beaucoup de questions, c'est très intéressant ce témoignage, cette question, cette réflexion. Au cœur de tout ça, il y a le financement de la vie publique. Voilà. Je pourrais répondre par ça, et puis on peut passer à autre chose. Mais il y a beaucoup de choses. D'abord, on ne sait pas, et on est dans un état de droit, on dit qu'il y a de la triche, on le sait. Non, on ne le sait pas. On le saura peut-être un jour quand la décision de justice
sera définitive. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Là, vous parlez en fait par rapport à Nicolas Sarkozy, notamment. Oui, notamment, heureusement. Et puis dans toutes les affaires, tant que la justice n'est pas passée, on ne peut pas dire qu'il a triché. Il y a eu des malversations, premier point. Deuxièmement, c'est toute la question de l'équilibre des pouvoirs. Imaginez des juges qui empêchent un président d'exercice pendant son mandat d'exercer. On paralyse la vie politique. Et ensuite... le président est protégé par une immunité. Par une immunité parlementaire, parce que sinon, il suffirait qu'il y ait une plainte, qu'il y ait l'ouverture d'une information, il serait obligé de répondre, il pourrait plus... Mais il peut très bien être interrogé quand même, quoi. Non, pas du tout, absolument pas. Mais il avait été interrogé... Ah non, mais c'était à la fin de Jacques Chirac, pardon. Jacques Chirac, il a été interrogé quand il est sorti de l'Élysée. Quand il est sorti, pardon. Non, c'est l'immunité parlementaire. Rappelez-vous, Chirac, Jacques, la célèbre convocation du juge Alphen, et c'était impossible. Alors ensuite, pourquoi c'est long? Parce qu'il y a des voies de recours. Dans l'affaire Bismuth, les avocats de Nicolas Sarkozy, de Thierry Herzog et du magistrat Gilbert Azibert ont fait des voies de recours qui a paralysé totalement l'enquête pendant 18 mois. Pendant 18 mois, l'enquête a été totalement arrêtée. C'est-à-dire que les juges ne pouvaient pas continuer tant que les recours n'étaient pas purgés. Donc voilà, tout ça est un jeu à plusieurs bandes. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas évidemment interroger aussi, notamment avec la protection de l'immunité d'un président en exercice. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. François dit, ce qui est déplorable, et ça on peut le comprendre, c'est de voir finalement des anciens présidents de la République poursuivis après par la justice. Alors c'est déplorable d'un côté pour l'image, mais en même temps ça veut dire que on a justement beaucoup avancé, qu'il n'y a plus de protection des politiques comme on pouvait l'imaginer auparavant, qu'ils ne seraient jamais poursuivis. Pierre Rancé. Je ne sais pas, la question reste ouverte. Ah oui, la question reste ouverte. De toute façon, l'immunité d'un président de la République, tant qu'il est à l'Élysée, on ne peut pas enquêter sur ces affaires-là. C'est pour ça qu'Alain Juppé a été condamné, que Jacques Chirac a été condamné 12 ans après. Non, mais sur les politiques en général, il y a eu la... Alors voilà, justement, dans cet affrontement entre les juges et les politiques, il y a un rapport de force qui a évolué. C'est-à-dire que, comme toujours, les politiques ont toujours la même réaction. Ils ne supportent pas que les juges viennent s'occuper de leurs affaires, notamment les affaires qui concernent le financement de la vie publique. Et de notre côté, les juges ont évolué aussi et ils considèrent qu'on peut mettre en examen un candidat, le favori des sondages à l'élection présidentielle, on l'a vu avec Fillon, qu'on peut perquisitionner les locaux d'un parti politique, même quand ce parti politique est au pouvoir, et qu'on peut effectivement... demander des comptes aux plus hauts personnages de l'État. Oui, absolument. Les ennemis jurés, juges et politiques, c'est aux éditions Robert Laffont. Pierre Rancé est avec nous jusqu'à 10h. Dans un instant, on marque une petite pause. Dans un instant, on se retrouve avec une question de Gérald, notamment 0826 300 300. Il y a des ennemis jurés. Ils sont peut-être même parfois au sein d'une même équipe. Vous voyez de qui je veux parler, Dupond-Moretti et Darmanin. On va poser la question dans un instant. 0826 300 300 avec pas mal de messages pour vous. Gérard qui est à l'antenne. Bonjour Gérard. Gérald. Oui, Gérald. Mais Gérald, Cécile met ça dans un même paquet. Écoutez, j'ai dormi 3 heures. Désolé, mais... Gérard, c'était Coluche. Non, c'était Gérard. C'est pas du tout pareil. On vous écoute, Gérald. Bonjour à l'équipe de Sud, bonjour à vous, et puis bonjour à Monsieur Rancé. J'ai bien entendu tout ce qui s'est dit, et je suis pleinement d'accord avec les propos tenus par votre invité. Alors, entre la corruption, entre les abus de pouvoir, les conflits d'intérêts, on se demande si, en fait, les pouvoirs qui se succèdent ne seront pas toujours dans cette veine. Alors, bien évidemment, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, mais malheureusement, eux, ils ont tous les pouvoirs parce qu'ils ont souvent une armada d'avocats qui, de toute façon, empêchera, je dirais, la justice de faire son travail de manière correcte et de manière saine. C'est impossible. Quand on constate, alors je ne vais pas parler que de M. Sarkozy, mais M. Sarkozy, son affaire, elle dure depuis 13 ans, quoi. 13 ans, c'est énorme. On savait très très bien au départ qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu bizarres, mais ils ont tellement les moyens de tout verrouiller, parce qu'on verrouille tout. Ils vont pas scier la branche de toute façon sur laquelle ils sont assis. Donc c'est eux qui nomment tout ce qu'ils peuvent. Là, l'affaire de Monsieur Moretti, c'est l'avocat du diable, tout le monde le sait. C'est quelqu'un qui défend ce qui est indéfendable et qui souvent gagne parce que c'est un excellent orateur et un excellent avocat en analyse. Donc c'est vrai que moi, ce qui me gêne, c'est ça. Et pour moi, la justice a vraiment du mal à s'imposer. Mais le jour où elle s'imposera, c'est comme disaient les invités que vous aviez au téléphone, c'est qu'il faudrait changer tout le système. Est-ce que le politique en place,
le fera. Je suis pas du tout convaincu. Ouais. Alors, Gérald, reste avec nous. Pierre Rancé. Oui. Il a tout dit. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette question. Bon, les recours, heureusement que ça existe quand même aussi, les avocats. Mais c'est vrai que ça peut ralentir pendant des années l'ensemble des procédures, quoi. Alors, c'est pas simple. Vous savez, puis d'abord, heureusement, il y a des voies de recours. C'est le droit au procès équitable. Hein, et puis la présomption d'innocence, c'est quand même la règle de base. Mais, par exemple, l'affaire libyenne n'a commencé qu'en 2013. Ouais. Elle n'a pas commencé en 2007. Bon, c'est-à-dire le déclenchement de l'affaire. De l'enquête. Ensuite, là-dedans, il y a eu l'affaire dans l'affaire avec les écoutes qui ont explosé en 2014. Alors c'est vrai que nous sommes en 2020, mais ça fait 6 ans. 6 ans pour ce genre d'affaires. Encore une fois, il faut rappeler que nous ne sommes pas dans la justice ordinaire. Nous sommes dans une justice d'exception avec des enjeux importants, avec des images de marque qui sont l'image des politiques et avec des moyens importants, avec des avocats, comme l'a dit votre... Oui, mais Gérald, vous êtes encore en ligne. Gérald, avec nous ou pas ? Oui. Gérald, c'est vrai qu'ils ont les possibilités d'avoir des avocats et de se défendre. Hein. Bon, alors après, sans doute un peu plus que les citoyens en fait lambda. On est d'accord. Hein. Bon, cela dit, ça n'empêche pas quand même des condamnations retentissantes ces derniers temps. Cahuzac, on disait, il ne sera jamais condamné. Il a quand même été condamné. Alors, François Fillon, même chose. Elles sont retentissantes parce qu'elles s'appliquent à des individus dont on n'aurait jamais imaginé que c'était des délinquants. Et si la justice est lente parce que c'est dans la règle, et ensuite quand elle passe, elle est pas assassine. Les peines de prison, c'est souvent des peines de prison avec sursis. La plus retentissante, vous parlez de M. Chirac. Sinon, il y a eu Balkany récemment. Balkany récemment, c'est effectivement c'est à part. Mais sinon, voilà, jusqu'à M. Balkany, il fallait remonter à M. Carignon, qui avait été condamné d'abord à 3 ans, il a eu la mauvaise idée de faire appel, il a été condamné à 4 ans, mais sinon c'est 2 ans avec sursis, c'est 18 mois avec sursis, les peines ne sont pas exécutées. Voilà, M. Chirac, c'était 2 ans avec sursis. Dupond-Moretti, donc c'est un bon orateur, comme dit Gérald, évidemment. Ah oui, c'est un avocat. Aujourd'hui, c'est un avocat. Et les juges sont vent debout toujours ou alors... Complètement. Là, M. Macron a décidé de mettre le feu. Parce qu'en nommant un ancien avocat pénaliste au poste de ministre de la Justice, il y avait des conséquences immédiates, puisque M. Dupond-Moretti, quand il était avocat, a accusé le parquet national financier, les magistrats du parquet national financier, qui aujourd'hui représentent l'accusation. Ce sont les procureurs du procès Bismuth contre M. Sarkozy, c'est le parquet national financier. Quand il était avocat, il les a accusés d'utiliser des méthodes de barbouze. Bon, voilà, c'est bien. Et une fois qu'il a été ministre, il a ouvert une enquête disciplinaire contre 3 magistrats du parquet national financier. L'enquête est toujours en cours et ça peut polluer le procès qui est aujourd'hui ouvert devant le tribunal. Il y a comme un conflit d'intérêts en quelque sorte. L'association Anticorps a porté plainte contre le ministre de la Justice. Vous voyez dans quelle situation on se trouve pour conflit d'intérêts. Et dernièrement, je crois, j'en suis même certain, le procureur général de la Cour de cassation, Monsieur François Molins, c'est tout de même le plus haut magistrat du parquet, a expliqué sur une radio concurrente à la vôtre que l'indépendance de la justice est en danger avec cette nomination. Alors c'est vrai qu'il est au cœur de la crise. Non, mais il a fait un coup médiatique, Emmanuel Macron, en nommant Dupond-Moretti, mais il s'est mis effectivement quelques épines dans la chaussette, quoi, avec ça, avec Darmanin, parce que vous qui avez travaillé justement pour le ministère de la Justice, il faut quand même qu'il y ait une forme d'entente entre ministère de l'Intérieur et Justice, sinon ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Vous avez la justice qui doit faire respecter l'état de droit et expliquer aux politiques. Vous savez, il y avait un directeur de cabinet qui me disait, même vous prenez un président de la République, vous lui faites faire 15 ans de droit, il ne comprendra pas, il n'acceptera jamais de ne pas tout savoir sur une affaire qui est en cours quand elle concerne l'un de ses ministres. Bon, donc vous avez la justice qui est là pour essayer de faire croire à l'état de droit, et de l'autre côté vous avez le ministre de l'Intérieur, la police qui fait des enquêtes, et puis là qui fait remonter directement les informations au pouvoir politique. Alors il y a eu des tandems, et notamment les tandems qui ont le mieux fonctionné entre la justice et l'Intérieur, c'était quand M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur, parce qu'il avait en face de lui, la première fois il a eu en face de lui M. Perben. M. Perben ne s'est pas laissé faire, mais Pascal Clément qui est décédé malheureusement, alors lui il faisait ce que M. Sarkozy lui disait de faire. Vous en parlez beaucoup dans l'affaire Doutreau,
beau. Il y a énormément d'affaires. On va pas revenir, effectivement. Je vous conseille de lire. Il y a notamment Xavier Simeoni, hein, donc, qui avait. C'est la juge qui a vous savez, inculpé Jacques Chirac. Après toutes ces années, il y a eu ne serait-ce que dans l'affaire qui est arrivée à la condamnation de M. Chirac, il y a eu 5 juges d'instruction. La dernière, ça a été la juge Xavier Simeoni, qui, elle, comme elle le dit, et c'est la première fois qu'elle parle, elle dit « Je n'avais rien contre ni pour Jacques Chirac », et c'est elle qui le convoque, c'est elle qui le met en examen, et c'est elle qui décide de le renvoyer devant le tribunal correctionnel pour qu'il y soit jugé. Et d'ailleurs, un exemple de cet affrontement entre juge et politique, le jour où elle décide de le renvoyer devant le tribunal correctionnel, le lendemain, le Figaro sort un article du secrétaire général de l'Élysée avec en gros titre « Quelle erreur, Madame Simeoni !» Vous voyez un peu comment ça se passe. On dit de lancer les noms des magistrats ou des professeurs sur les réseaux sociaux. Là, c'était ça. Et alors, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. C'est vraiment très, très savoureux cette rencontre entre Jacques Chirac et parce que c'est la première fois qu'il va voir une juge d'instruction. Il demande avant d'entrer. Il était déjà un petit peu fatigué si elle est jolie. Bon, et alors, une dernière anecdote que j'ai eue dernièrement. Et elle, ça l'a irrité. Hein, ça l'a irrité. Une dernière anecdote que j'ai reçue dernièrement, qui n'est pas dans le livre. Ils étaient allés chez le coiffeur tous les deux. La juste juge avant. Et le président. Quand même, ça. C'est mignon. En tout cas, ça s'appelle Jacques Chirac et Xavier Simeoni. Les ennemis juges et politiques aux éditions Robert Laffont. Lisez-le, c'est passionnant. Hein. Pierre Rancé, merci d'avoir été avec merci nous. de votre invitation. Bien sûr, on va communiquer à fond sur ce livre parce que voilà, c'est l'histoire finalement de Continuez notre d'acheter justice. des livres, même si c'est un peu compliqué. Ça fait le point sur une histoire qui est la nôtre. Oui, c'est on voit ça avec aujourd'hui. Absolument. Dans un instant, Valérie Expert qui va